Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio virtuel, parce que nous sommes des gens responsables, j'ai avec moi Olivier Lacombe, le pilote laconique. Salut Claudia, content de te revoir. Moi aussi. Et André Allard, éditeur des Ailes du Québec. Hey, bonjour tous les confinaux et confinettes de la planète. Je suis content de vous revoir moi aussi. Mais j'ai bien hâte que tu arrêtes d'utiliser cette expression parce qu'on arrête d'être confiné, bien sûr. Oui, moi j'ai hâte de plus l'entendre aussi. Bon. Je vois que c'était un gros hit. On le sait pas, hein? Hashtag attends que nos t-shirts sortent. Ça va être fou. Quelqu'un qui s'est ennuyé, ça commence rough. Boum! Si tu penses qu'on va te donner du slack parce qu'on revient de vacances, en tout cas, vacances. Ouais. Ça en parlera. Alors, que s'est-il passé dans votre vie depuis la dernière fois, messieurs? C'est difficile à dire, mais ça roule en fou. Moi, tout ce que je peux dire. L'actualité, là, ça roule en fou. Ça, nouvelle chose par-dessus nouvelle chose. J'ai de la misère à suivre. J'ai hâte qu'on en parle. Ouais. J'ai de la misère à suivre l'actualité. Ça demande beaucoup d'attention. Heureusement, t'en as plein. Ouais. Mais sinon, regarde... la pause du mois d'août a été bénéfique. Ça a comme donné le temps d'arrêter de produire puis de commencer à réfléchir. D'ailleurs, on a eu le temps, Claudia, de produire le spécial sur Bombardier. De bons commentaires pour les gens qui l'ont vu, les gens de l'industrie. On a eu de très bons commentaires sur ce spécial-là en passant. Donc, si ça vous intéresse, c'est encore d'actualité de l'écouter pour vous préparer à la sortie des résultats du prochain trimestre. Oui, qui s'en vient dans quelques jours après la diffusion de l'émission. Fait que c'est ça. Sinon, même pour moi, c'est ça, mais du côté de Mentor Aéro, ça brasse pas mal. C'est rock'n'roll. On a été beaucoup en mission sur des mandats, donc c'est pour ça qu'on a été absents, mais nous sommes de retour, chers auditeurs. D'ailleurs, Grégory est encore pris sur un mandat, mais nous allons le joindre, ou plutôt, il va se joindre à nous assez rapidement dans les semaines à venir. Ouais, donc là, il a la tête dans un moteur. Exactement. Pour son plus grand plaisir, bien sûr. Alors. Super. Commençons tout de suite avec les brèves, André. On a entendu une rumeur persistante maintenant d'une grosse commande. Oui. Southwest Airlines, en fait, lors du dévoilement de ses résultats financiers, quand ils ont été questionnés sur le renouvellement de la flotte des plus petits appareils, donc les 737-700NG, ils ont clairement dit qu'ils magasinaient, ils regardaient l'A220 et le MAX 7, OK? Et ça a comme allumé tout le monde sur le net, parce que Southwest s'intéresse aux 220, Southwest s'intéresse aux 220. Qui ne s'intéresse pas aux 220 actuellement? Tout le monde s'intéresse aux 220, y compris Southwest. Moi, quand j'ai creusé cette affaire-là... Y compris Embraer. C'est chiant. C'est chiant. C'est un bon point. Et quand j'ai commencé à fouiller cette affaire-là, il y a du monde qui m'ont dit, André, ça fait au-dessus de 2 ans que cette campagne-là est commencée. En fait, Southwest avait contacté Bombardier au printemps de 2018, quand il avait vu là, que Airbus s'en venait, puis tout ça. Puis déjà, là, il avait commencé à regarder cet avion-là par l'annexer. Moi, là, ce que je constate, puis l'information que j'ai aujourd'hui, Southwest n'a pas encore pris sa décision. OK? Mais ils ont toutes les informations en main pour prendre leur décision. Ils ont fait les comparaisons. Ils n'ont plus besoin qu'on leur fournisse de nouvelles données. OK? Et là, je vais faire un parallèle. En novembre-décembre 2015, il y a des exécutifs d'Air Canada qui avaient dit « Ouais, c'est un bon avion, mais le prix est élevé. » Puis, février, ils signaient une entente avec Bombardier pour une commande de 45 avions. Au mois de février 2016, le président et chef de la direction, le nouveau président et chef de la direction de Delta, Ed Bastian, disait « Oui, c'est un bon avion, mais le prix est élevé. » Oups! Fin mars, la nouvelle sortait, puis au mois d'avril, ils ont signé la commande de 75 avions à l'époque.
OK? Fait que quand les exécutifs... Puis c'est ça que je me suis fait un petit peu expliquer. Regarde, là, André, quand les exécutifs commencent à être aussi publics, parce que d'habitude, quand tu les questionnes là-dessus, nous examinons toujours toutes les possibilités, nous sommes ouverts à tout, nanana. Là, ils ont été plus précis. Ils ont dit, ça va être une question maintenant d'économie. L'avion qui va nous offrir les meilleures économies, c'est ça qu'on cherche. On le sait que c'est lui. Maintenant, il faut que le prix d'achat soit facile à amortir. Ça, c'est un message à Airbus. Regarde, on est prêt à le considérer, fais ton offre. Mais je me souviens bien, Southwest avait été faire un vol d'essai en Europe avec Swiss ou Baltique. Hein? C'est avec Air Baltique. Quand j'ai eu une présentation chez Airbus l'automne passé, il y a 1 an, le président d'Air Baltique, il n'avait pas nommé la compagnie, mais il dit ils m'ont laissé une belle paire de bottes de cow-boy quand ils sont partis. Fait que Southwest est allé chez Air Baltique, ils ont évalué l'avion. C'est pour ça que je te dis, ils ont toute l'information qu'ils veulent avoir. Ils n'en ont pas besoin de plus. Il reste une chose, c'est le prix. OK? Il faut que tu penses que ça. La façon dont j'essaie d'imager ça, c'est que Southwest pour Airbus, là, c'est comme la quête du Saint Graal. OK? C'est la quête ultime, celle qui justifie tous les moyens, puis de prendre toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Parce que s'ils rentrent chez Southwest, c'est un coup dur pour Boeing puis le MAX. On s'entend dessus. Déjà, Airbus a pris l'avantage sur Boeing dans le monocouloir. Là, si tu veux lui casser les jambes, tu rentres chez Southwest Airlines. Regarde, je veux pas m'avancer sur le nombre d'avions encore, mais c'est clair que si Southwest passe une commande d'Air 220, ça va devenir le plus gros client de l'Air 220. Ben, leur modèle, en fait, c'est d'avoir le moins de modèles d'avions possible. Donc, ça veut dire beaucoup d'appareils. Oui, ça veut dire beaucoup d'appareils. Donc, écoute, Delta, en ce moment, c'est le plus gros client à 95. Donc, si je te dis que Southwest va devenir le plus gros client, ben, c'est un minimum de 100 appareils qui vont commander en commande ferme. OK? Fait en commande ferme, plus des options? Non, plus des options. Une beauté. Et là, est-ce que tous ces appareils-là seraient produits à Mobile ou il y aurait aussi de la production ici? Là, c'est une question de timing. Théoriquement, ce qu'on voit arriver, c'est que les premières livraisons fin 2024 avec Southwest, début 2025. Et le timing est bon pour Mobile parce que rendu en fin de 2024, ils vont avoir livré, Delta, ça va être fini depuis un bout de temps, ils vont avoir livré à ce moment-là et JetBlue et Breeze, OK? Fait que ça arrive au bon moment à rentrer cette commande-là. Là. Mm-hmm. La chose qu'il faut que tu penses aussi, Southwest est très nerveuse de voir arriver Breeze, okay, la nouvelle compagnie aérienne, qui a 60 A220 en commande ferme, OK, et qui va faire du point à point, un peu le même principe que Southwest, mais l'intention de Breeze, c'est de faire des routes à faible densité, mais à longue distance, qu'on appelle communément les longues thin routes dans le jargon, là. Mais dans l'ère post-COVID, toutes les routes sont à faible densité. Okay? Toutes les routes sont minces. Ouais. Fait que là, Breeze est capable d'aller jouer dans les tales de Southwest avec leur 220 puis d'aller voler des clients sur des routes qui sont encore rentables ou sont encore moyennement, sont pas trop déficitaires. Fait que là, Southwest commence à paniquer. Ça leur prend un avion pas trop gros, capable de parcourir des longues distances. Et quand même merveilleusement confortable, selon ce qu'on a pu constater par nous-mêmes. Disons que... Tout le reste est là. Fait que ça va jouer entre Guillaume Faury et le président d'Airbus et le président de Gary Kelly, le président de Southwest. C'est rendu à ce niveau-là. Quand les informations qu'ils nous ont données publiques là, la semaine passée, là, OK, appelle-moi. Guillaume, appelle-moi, on va se parler. C'est clair, parce qu'il n'y a pas de concurrent. C'est pas compliqué. Là. Si c'est ça la stratégie, il n'y a pas de concurrent. Sérieux. Et je rajoute un qualificatif. Dans la chronique de Rinton, comment Boeing est en train, justement, de sortir elle-même de cette course-là. Bon, eject. OK. Il se peinture dans un nouveau coin. Ouais. Il en restait. Je pensais qu'il était dans une pièce ronde. Dans une salle octogonale, puis ils sont... Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Donc,
On a touché mot rapidement sur l'excellente vision de Air Canada de s'être procuré autant de 220, mais revenons brièvement sur Air Canada pour parler de la retraite de son PDG. Oui, Calin Rovinescu, qui va prendre sa retraite à la fin en 2021. Pas à la fin de 2021, mais en 2021. Monsieur Rovinescu, en fait, ça fait longtemps qu'il est avec Air Canada. Il a commencé avec Air Canada, on parle des années 88-90. Il était là sur la privatisation d'Air Canada en tant qu'avocat conseil. Il n'était pas membre du conseil d'administration à cette époque-là. Il a travaillé comme avocat conseil pour Air Canada durant la privatisation. Puis après ça, quand il y a eu l'offre d'achat hostile de Next sur Air Canada, qui voulait fusionner Air Canada et Canadian à l'époque, il a travaillé avec Air Canada pour empêcher Onex de prendre le contrôle d'Air Canada. C'est comme ça qu'il s'est fait des amis. On a un intervenant de plus dans l'émission. Tout le monde est rendu habitué à ces intrusions-là dans les rencontres virtuelles. Ouais. C'est une de plus. Hein? Puis elle est douce, celle-là, fait que ça va. Oui, ça va bien. Fait que c'est ça. Alors, je vais essayer de garder ma concentration. Fait il est arrivé sur le conseil d'administration d'Air Canada à partir de 2003. Okay? Il était vice-président général, puis croissance et stratégie à l'époque. Okay? C'est lui, après ça, qui s'est occupé de la restructuration en 2009 à titre de vice-président. Puis il a été nommé, pardon, il n'est pas en 2009, en 2008. Puis c'est en 2009 qu'il était nommé président d'Air Canada. OK? Il a son passé, toute l'expérience qu'il avait accumulée lui a fait comprendre que cette compagnie-là avait encore sa mentalité de société d'État. OK? C'était pas très c'était déficitaire tout le temps Air Canada. OK? Donc, il a compris qu'il fallait changer la mentalité, la restructurer, et il a réussi, sauf pour le syndicat des mécaniciens, il a réussi, dans les syndicats d'Air Canada, à changer la mentalité, entre autres choses, lorsqu'en 2013, ils ont signé l'entente avec les pilotes d'Air Canada pour la création de Rouge, où, à ce moment-là, Air Canada pouvait créer Rouge, avoir des pilotes à un salaire plus bas, puis en échange, on a introduit la notion de partage des profits chez les pilotes d'Air Canada, et à partir de là, ça a déboulé. C'était une entente de 10 ans avec ce syndicat-là, qui a été rouverte au besoin, d'ailleurs, pour permettre à Rouge d'avoir plus d'avions dans les dernières années. Mais ça a comme amené un changement de mentalité dans la compagnie. On s'est mis à penser rentabilité. C'est ce qui fait que Rouge est devenu une filiale qui a à peu près la même structure de coût que WestJet puis Air Transat. OK? Donc, 30% moins cher qu'Air Canada faire voler un avion sur Rouge. OK? Il a amené cette mentalité-là. C'est sûr que c'est Ben Smith qui a négocié directement avec le syndicat. Ben Smith est aujourd'hui chez Air France. Mais, tu sais, dans une entreprise, tu ne vas jamais plus loin que ce que ton président te permet de faire. Il a remporté plusieurs prix de leadership dans les dernières années à cause de ça, du fait qu'il a amené l'entreprise. Les gens qui travaillent avec lui, qui sont sur le conseil d'administration, ne jurent que par Calin Rovinescu. C'est quelqu'un qui a un leadership. C'est pas quelqu'un de flamboyant nécessairement dans les médias que tu vas apprécier quand tu regardes à la télé. Mais les gens qui travaillent avec lui ont apprécié travailler avec lui. Évidemment, le dossier de Avios, c'est peut-être la tâche à son dossier, c'est l'échec. Et ça, c'est un peu lié à sa personnalité. Calin Rovinescu, c'est quelqu'un que si tu le confrontes directement, puis que tu cherches il va se braquer lui aussi, puis là, il va s'embarquer dans une bataille où il va vouloir être le dernier à avoir le dernier mot. Et comme c'est un bon stratège, c'est toujours dangereux. Alors, c'est ce qui est arrivé malheureusement avec Avios, puis le syndicat d'Avios. Malheureusement, ils ont perdu. Je suis certain que s'ils pouvaient réécrire l'histoire, ils aimeraient ça finir ça autrement, mais regarde, ça s'est fait. Il a quand même transformé cette entreprise-là. S'il est capable de naviguer au travers de la crise aujourd'hui, c'est parce qu'il avait réussi à redresser le bilan de cette entreprise-là d'Air Canada.
Et on va voir comment le nouveau président, M. Rousseau, va travailler. Mais il faut quand même souligner son travail. Dans l'ensemble, c'est une réussite. Et c'est un Montréalais. Son bureau est à Montréal. Et il a remis Montréal sur la carte puis dans les plans de développement d'Air Canada. Ça, c'est important. Depuis 2013, je pense qu'ils ont pratiquement doublé le nombre de routes internationales à Montréal-Trudeau. Il a refait de Montréal un aéroport important pour Air Canada aussi. Ça, il faut le souligner. Très courte note pour le dauphin, en fait. M. Rousseau, il sort de l'intérieur de l'organisation. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur lui? Oui, c'est le CFO, le Chief Financial Officer. Il est là depuis plusieurs années. Donc, c'est une transition souple, douce, si tu veux. Là, pas de problème à ce niveau-là. Donc, on peut s'attendre à une poursuite normale des opérations. Pour peu qu'on puisse avoir une poursuite normale en 2021. Quel moment pour prendre les rênes? Oui, regarde. Enfin. On va faire un tour en Europe, messieurs. Donc, premièrement, on avait déjà parlé des conséquences potentielles du Brexit sur la situation de l'aéronautique en Grande-Bretagne. Et on a eu un petit suivi là-dessus cette semaine. Le président de l'Association des constructeurs aéronautiques est vraiment, vraiment, vraiment pas content actuellement. Alors, il semble que les négociations qui ont été priorisées en ce qui a trait aux accords de libre-échange Europe-Grande-Bretagne, ce soit la pêche. Et là, il est très, très, très mécontent de ce qui se passe avec l'aéronautique. Donc là, oui, je t'entends rire, André. Et effectivement, je ne suis pas sûre que c'était particulièrement bien avisé. C'était peut-être un enjeu politique avant tout. Enfin, ceci étant dit, on se demandait si les Anglais les Britanniques, auraient la capacité de monter leur agence réglementaire à temps pour être capable de supporter leur industrie. Et on a une partie de la réponse. Donc, la première partie, c'est tous les gros Rolls-Royce et autres ont ouvert des bureaux de génie en Europe pour complètement passer outre cette limitation-là. Donc, l'industrie présentement, le stress qu'ils ont au niveau collectif, c'est les petites, elles n'ont pas les moyens de faire ça et elles vont tomber si l'agence n'est pas capable de les soutenir à temps. Et ça s'en vient très, 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 très rapidement. Ça commence en janvier, normalement. Yeah. Donc, on est rendu à dire ouvertement qu'on ne croit pas que l'organisation va avoir l'expertise à temps pour supporter l'industrie. C'est pas beau, là. On va voir comment ça va tourner de ce côté-là. On parle on est en train, là-bas, de s'entre-déchirer parce qu'on dit que nos jobs sont bien plus payantes que celles de la pêche. Comment ça se fait que c'est pas une priorité, tu sais? En tout cas, ça peut juste pas bien virer, là. Ouais. Ben, écoute, les conservateurs, que ce soit partout dans le monde, avec des différences, ils ont des priorités des fois tellement bizarres. Moi, c'est ça qui me fascine avec les gens, le conservatisme. Ben dans ce cas-là, en particulier, c'est moins les conservateurs que les populistes, à mon avis. Ils ont vraiment... C'est comme une frange du Parti conservateur qui a complètement... je veux pas dire disjoncté, mais... Presque. Mais disons que, mais tout le Brexit, toute cette histoire-là, c'est rocambolesque. Quand il y a eu le référendum, puis tout ce qui a suivi après, politiquement, le moindrement que tu as lu un peu le petit voyons, c'est Capharnaüm total. Et là, on arrive. Est-ce que c'est un bon moment pour mettre de la pression sur ton industrie aérospatiale? Ben, tu sais, tout ça, c'était commencé bien avant, mais il n'y avait pas moyen d'opérer un virage dans ces circonstances-là, c'est clair. Là. Ça pouvait pas plus mal tomber dans les circonstances. C'est de l'improvisation totale. Ben en même temps, tu sais, on est en train de voir plusieurs industries, mais aussi plusieurs géographies dans lesquelles ça pose problème actuellement. C'est pas surprenant que ce soit compliqué, c'est juste qu'ils ont ajouté une couche là-dessus de complexité extrême avec le Brexit. Là. Fait qu'ils nous permettent de reprendre le bon vieux dicton qui dit quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console, parce que... Absolument, parce qu'au moins, nous, nos ententes bilatérales tiennent. On a signé il n'y a pas si longtemps avec l'Europe, on a signé Asie-Pacifique, on a les pieds dans des ententes qui nous permettent de voir un peu de facilité, un peu de fluidité dans les échanges, alors que là-bas, ça va être infernal très rapidement. Puis comme ils concentrent toute leurs énergies sur l'Europe,
l'Europe actuellement, ils se sont pas beaucoup occupés d'autres ententes. Au début, on faisait miroiter des ententes avec les États-Unis et tout ça. Et là, présentement, ils sont tellement loin sur l'axe du protectionnisme de ce côté-là qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de créer des ententes supplémentaires. Ouais. Politiquement, ce serait intenable. Donc, ouais. Alors, on va voir ce qui va se passer de ce côté-là, mais ça n'augure rien de bon pour l'instant. Ouais. Poursuivons avec l'Europe, André. Airbus a sorti ses résultats financiers. Oui, Airbus a publié la semaine dernière, là, pour les gens qui nous regardent, Airbus a publié ses derniers résultats financiers. Fait intéressant, au niveau opérationnel, OK? Pour le dernier trimestre, ils sont presque au neutre, c'est-à-dire qu'ils ont perdu seulement 125 millions de dollars en 3 mois. Okay? Au niveau, il y a quand même une perte, OK, de 2 milliards de dollars pour le trimestre, OK? Mais cette perte-là, c'est des choses non récurrentes. C'est pas 1,2 milliard de dollars, pardon, c'est 1,2 milliard d'euros, OK? Donc, c'est 2 milliards d'euros de pertes, pardon. Sur le 2 milliards d'euros, il y en a 1,2, c'est une provision pour la restructuration puis les mises à pied à venir, OK? Mm-hmm. Puis les départs à la retraite. Mm-hmm. Donc, tu as 1,2 milliard là. Tu as 350 millions d'euros, c'est pour la fin du programme A380, pardon. C'est la fin du programme A320, ouais. Grosse coupe à matin. OK. Ensuite de ça, tu as 374 millions d'euros d'ajustement. Ça, c'est pour un ajustement de conversion de devises américains à euros pour les paiements de pré-livraison. OK. Puis, il y a 128 millions d'euros d'autres coûts de conformation, ou en tout cas, regarde, c'est un peu bizarre. Donc, Airbus, eux autres, ils disent, on est content, on a arrêté la perte, de brûler de l'argent. On est au point neutre. Petit succès pour Airbus aussi, ils ont livré les 2 premiers A330 Neo à Kuwait Airlines, donc les A330-800. Donc, c'est les premiers 2 livraisons de cette version-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a un gros total de 15 commandes pour cette version-là, mais gros happening, ceux sont tout contents, tout fiers. Mais ce que réussit à faire Airbus dans le dernier trimestre, c'est pratiquement à liquider ou à livrer tout son inventaire d'avions fabriqués, mais non livrés. Ils sont rendus au-dessus de 300 livraisons depuis le début de l'année. Donc, on avait émis un gros doute là-dessus cet été, comme quoi ça se pouvait qu'ils restent coincés avec des avions, des queues blanches finalement, là. Mais non, finalement, ils ont trouvé le tour de libérer leur inventaire. Ah oui, et de beaucoup. Donc, ils sont très en avance sur Boeing à ce niveau-là. C'est pas dur. Ouais, regarde, c'est ça. Alors, ils ont le gros bout de... L'avantage qu'Airbus a, c'est qu'elle n'est pas en retard dans ses livraisons. Tu n'as pas de raison contractuelle de casser tes livraisons, ton contrat avec Airbus. Fait que tu peux toujours. Puis moi, j'ai l'impression que mais ça Airbus, va coûter cher. Tu sais, c'est moins intéressant, là. Puis ce que je constate, c'est que on semble vouloir pousser le plus d'avions sur le marché en ce moment en se disant tous les avions qu'on a livrés, c'est des avions que Boeing ne pourra pas livrer. Ou tu sais, il y a comme une logique là un peu de tabler sur la situation actuelle pour prendre une avance qui serait difficile à rattraper. Là. Exactement. Ça semble être le pari qu'on fait chez Airbus. Faut dire que en temps normal, je dirais c'est une tactique dangereuse parce que tu risques de pousser tes clients à la faillite. Mais en même temps, quelle est la probabilité que les gouvernements laissent tomber leurs plus gros transporteurs aériens? C'est à peu près nul. Alors, tu es aussi bien de leur envoyer des avions puis tu pousses ton problème dans le cours des gouvernements des pays où sont situées les compagnies aériennes. C'est un peu une façon de faire, tu sais. Oui. Éthiquement, il y a une question là-dedans de est-ce que c'est vraiment une bonne chose de pousser de la dette du côté de gouvernements de pays émergents, par exemple, mais... Et Airbus a réussi l'exploit de livrer 6 A220 à Delta durant le mois d'octobre en passant, alors que tout le monde pensait que c'était fini, qu'il n'y en aurait pas de livré avant 2022. Moi, j'avais contredit ça
Puis merci Airbus et Delta de me donner raison. Ils réussissent à livrer des avions. Il faut s'attendre à ce que début 2021, Delta se mette à opérer l'A220 sur à peu près partout sur ces routes. Ça va être... Ils vont remettre... Parce que là, ils ont pris des avions. Ils ne peuvent pas les mettre en service parce qu'ils n'ont pas assez de pilotes. Parce que, étant donné le système d'ancienneté dans les compagnies aériennes, quand tu te mets à faire des mises à pied, tu te mets à pied tes moins anciens. Puis là, il faut que tu prennes tes plus anciens, puis il faut que tu les fasses recertifier sur type. OK? Donc, octobre-novembre, c'est la période où les plus anciens ont été envoyés à la maison, puis les nouveaux rentrent dans les simulateurs faire leur entraînement sur A220. Donc, tu as une période de 2 mois où tu n'as plus beaucoup de pilotes. C'est surtout des copilotes dont il manque, parce que ce sont eux qui ont le moins d'ancienneté. Et là, ben, il faut que tu reformes tout ce monde-là. Et puis, mais à partir du mois de janvier, normalement, là, Delta devrait avoir repris le dessus sur la formation des pilotes, le nombre d'appareils. Donc, il faut s'attendre à un très grand nombre d'appareils en service à partir de 2021, janvier 2021 chez Delta. Voilà. Super. Pour les résultats financiers. En fait, on va rester du côté des résultats financiers, mais on traverse l'Atlantique. Bienvenue à Renton, où rien ne va plus. Je sais qu'on dit ça depuis un an, mais ça... Tu sais, quand on pense qu'on a touché le fond, ben là, on a commencé à creuser. On se découvre que c'est un faux plancher. Il y a encore de quoi en dessous. Bonne expression, Olivier. Ben, écoute, 3e trimestre difficile aussi encore une fois pour Boeing. On a brûlé une quantité un peu hallucinante de liquidités, hein? Avant d'aller dans le brûlé des liquidités, écoute, il y a 42 milliards de revenus cette année en 2020 pour Boeing, d'accumuler en 3 mois par rapport à 58. C'est une baisse de 27 % des revenus depuis le début de l'année. Pas si pire. Pas si pire, parce que le secteur militaire, en théorie, est là pour te supporter. Le problème, c'est qu'ils ont brûlé 4,8 milliards de dollars durant la période. OK? Puis c'est que même la division militaire apporte pratiquement plus de profits. Puis le 787 est un autre programme déficitaire pendant ce trimestre-là. Et Boeing a justifié une partie de ces mauvais résultats-là par le fait qu'elle avait été obligée de clouer au sol un certain nombre de 787 puis les problèmes qu'ils ont eus sur ce programme-là. Remarque que moi, personnellement, le 787, je n'ai pas parlé des problèmes de cet avion-là. C'est souvent des problèmes, tu sais, quand un programme arrive à maturité, tu découvres des choses. Puis au bout du compte, le système a fonctionné parce que le système d'inspection des intervalles d'entretien où tu fais des inspections, ça sert à découvrir des problèmes potentiels auxquels tu ne t'attendais pas. Quand on est sûr qu'une pièce va faire défaut, on la remplace avant qu'elle fasse défaut. Quand on fait une inspection, c'est parce qu'on veut s'assurer que rien n'a fait de défaut. Donc, le système a fonctionné, on a identifié les problèmes, on a identifié les correctifs, mais ça coûte de l'argent. C'est une situation normale dans le cas du 787. Cassé 46. Olivier, veux-tu faire des commentaires là-dessus? Le Boeing, là, ils ont tellement de misère. Là. Il y a le cassé 46 que c'est n'importe quoi. Ils sont toujours pas en opération, ils ne peuvent pas transporter de cargo, les crochets de plancher ne sont pas arrangés, le système de vision à distance pour l'opérateur du boom, ça ne fonctionne pas. Là, il y a eu des problèmes avec les AH-64, avec les Apache, des troubles de fabrication. Dans le fond, ce qui va bien chez Boeing, c'est les chasseurs et puis le Poséidon. OK. Oui, c'est ça, effectivement. F-15, F-18, ça va très bien. Poséidon, ça va très bien. Mais tout le reste, il y a des problèmes partout. C'est catastrophique, là. Et là, les gens qui pensent que le retour en service du MAX, ça va arrêter de brûler des liquidités, là. Oh! Allô? Il faut qu'ils modifient tous les avions? 475 MAX à modifier. À inspecter pour le FOD dans les réservoirs d'essence? Oui, sans compter qu'il faut passer la balayeuse. Là. Quand un avion passe 2 ans dans le désert, il y a un petit ménage à faire. Là. Oh, oui, il y a bien des choses à faire. Il y a tout ressortir ces avions-là. Il y a une centaine d'avions qui n'ont plus de clients. Soit que le client a fait faillite, soit que la commande a été cancellée. Il faut les vendre, ces avions-là. Et à quel prix et à qui? Tous les petits tours en usine pour les moteurs vont être assumés par Boeing aussi parce que c'est son problème. Donc, ouais. Alors, regarde, ça va coûter cher. Puis c'est que la production du MAX
est extrêmement ralenti. Boeing dit qu'ils vont être capables de livrer la moitié des MAX non livrés pendant 2021, puis l'autre moitié en 2022. Ça veut dire que les MAX que tu vas produire pendant ce temps-là, la cadence de production est trop faible, tu es déficitaire. Donc, avant 2023, il n'y a pas de profit à faire sur le MAX, sur la fabrication des MAX. Ça vient juste s'ajouter au reste. Ça va bien. Ça va très bien. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir que malgré toutes les mauvaises nouvelles hier, le titre a baissé d'à peu près 10 $, mais c'est sur 160. C'est une petite baisse d'1 ou 2 %. On a oublié que le 777X, le Dash 8 et le Dash 9, c'est repoussé comme 2024 ou 2025, la certification. Là. Ouais, ils ont mis une pause. Ils n'ont pas mis de pause, ils ont juste dit on prend notre temps. Là. C'est correct, arrête de flamber du cash. De toute façon, tes clients n'en veulent pas de l'avion. Qui veut d'un 777 9X de 420 passagers en 2022? Personne veut ça. Personne n'a besoin de ça. Ah, c'est ça, c'est pas question d'en vouloir, c'est question du besoin. Là. Oui, c'est ça. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas tellement c'est pas des problèmes de Boeing, c'est des problèmes de l'industrie en général qui font que l'avion est. C'est clair, là, les gros porteurs là, d'ici 2025, il n'y a personne qui en veut. Ils se battent tous pour ne pas les avoir. Sans vouloir klaxonner notre propre succès, là, mais je vais le faire quand même. Quand on vous disait de domper le titre de Boeing l'automne dernier, là, c'est ça. Il a beau avoir perdu juste 10 %, on est quand même au tiers de sa valeur d'il y a 1 an et demi. OK. C'est dur sur un fonds d'investissement. Puis je vais te rajouter une autre couche là-dessus. Tu sais, on avait parlé du fonds de répension des employés qui avait investi massivement dans les actions de l'entreprise. Oui, puis là, comme l'action de l'entreprise a perdu de la valeur, ils se sont retrouvés avec un découvert sur le fonds de pension. Comment est-ce qu'ils vont couvrir ça? On le sait ou tu poses une vraie question? Non, on le sait, tu connais la réponse. C'est la même chose que la dernière fois. Des actions ils vont mettre des actions de Boeing dans. Eh oui. Oui, ils rajoutent des actions de Boeing dans le fonds de pension des employés. Hey, sérieusement, ça devrait être interdit, ça. Fait que c'est comme. Ça va bien. Puis, comme en plus de ça, on nous a annoncé qu'ils fermaient la ligne à Everett, ils ferment la ligne de 787 pour se concentrer à Charleston, en Caroline du Nord. Mais là, tu as vu la dernière rumeur concernant le 737 MAX, le 737 5G, MAX 5G, 5G pour Fifth Generation en passant. Le MAX de la 4e. Ouais. 737 LTE, après c'est 737G. Ouais, LTE. Ouais, ben là, ils ont sauté la LTE, ils sont passés au 5G direct. Non, mais le MAX, c'est le LTE. Ouais, nous, si tu veux. Oui, c'est vrai. OK. 4e génération, là. Puis, c'est John Ostrower de The Air Current qui a sorti ça. Remarque que c'est pas très évolué comme une rumeur, mais ce qui circulerait à l'interne, puis le fond du problème, la raison pour laquelle on pense à un MAX 5G, c'est que là, Boeing constate que sur le front des avions de 200 passagers à long rayon d'action, on parle du 321LR à 321XLR, ils se sont fait planter un peu de couture. D'ailleurs, les premières cancellations de MAX, là où il y en a eu le plus, c'est sur le MAX 9 puis le MAX 10. Parce que qui a besoin d'un monocouloir de 3500 000 nautiques de range avec 220 passagers à bord? Personne. OK? Donc, le MAX 9, MAX 10, la COVID-19 a littéralement défait le plan d'affaires du MAX 9, du MAX 10. Tous les modèles qui étaient basés sur un plan d'affaires de volume, c'est fini. L'A321LR XLR, ben, eux autres, c'est des avions de remplacement à des avions comme le 330, OK? Sur des vols, ou 310, sur des vols transatlantiques, des avions de 4000 milles nautiques, à peu près de range, de distance franchissable. Donc, toute la côte est américaine, tu peux atteindre le nord de l'Europe facilement. Donc, toutes tes liaisons qui autrefois étaient des vaches à lait, que là, tu perds de l'argent avec un 330 ou avec un... Oublie le 777, c'est l'enfer.
Là, tu peux arriver avec un 321 LR ou XLR puis faire de l'argent sur ces routes-là. Là, Boeing, ça s'arrache les cheveux de sa tête parce que le 321, en ce moment, se vend plus que le 320 à cause des versions LR et XLR. Fait que là, Boeing dit, on est en train de se faire planter, on se fait sortir du marché du monocouloir. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à Airbus pour 321 LR et XLR. OK, mais pendant ce temps-là, ton plus gros client, Southwest, te dit, moi, j'ai besoin d'un avion de 145 passagers, puis ton Max 7, il est pas bon. Mais l'avion de 145 passagers, là, moi, je lance une idée comme ça, là, à tout hasard, là. Oui, vas-y. Boeing devrait aller en Amérique du Sud s'associer avec un producteur de... Ah, un instant. Tu t'es fait brûler, je pense. Ah oui, je viens de me rendre compte que c'était pas une bonne idée. Ouais, Gab, Olivier, je ne sais pas. Ils l'ont brûlé, celle-là. Ils ont décidé que ce marché-là ne les intéressait pas. Mais tu vas perdre ton plus gros client. C'est ça qui va t'arriver. Parce que le 220, c'est un cheval de Troie chez Southwest Airlines. Mais en présumant... Oh, ça, c'est clair. Mais en présumant de toute façon que tu vas être capable de te refaire sur le reste des segments, là, puis ça n'a pas l'air d'être parti pour être le cas, comme presque tous les paris que tu as pris, tu es en train de les perdre. Puis, ils ne veulent pas développer un nouveau monocouloir parce que la raison qu'ils disent, c'est que la technologie n'est pas là. On ne sera pas capable d'arriver avec quelque chose. Fait qu'on ne veut pas investir 10 à 15 milliards dans un avion qu'on ne sera pas capable de livrer assez rapidement. Donc, pour économiser, qu'est-ce qu'on fait? On sort le Max 5G. On retombe dans nos vieilles habitudes. Puis, on court après le compétiteur plutôt que de commencer à penser qu'est-ce que nos clients veulent, de quoi nos clients ont besoin maintenant. Parce que les quelques 3000 A321 que Airbus a vendus, là, oublie ça, man. Tu les as perdus, ces commandes-là, tu les rattraperas pas. Puis Airbus travaille déjà sur des avions avec de propulsion distribuée, hydrogène, tous ces trucs-là. Puis Boeing, pendant ce temps-là, c'est n'importe quoi, là. Puis Airbus a dans ses cartons l'A322. Au besoin, ils peuvent encore étirer l'A320 une autre fois, puis aller chercher plus de passagers ou plus de distance franchissable sur les monocouloirs. Ils ont cette option-là. Il s'agit de changer l'aile du 321 à ce moment-là. Ouais. C'est principalement ça. Mais là, c'est ça. C'est pour ça que quand il y avait le 322, ça aurait été une bonne idée que Airbus ramasse l'usine à Belfast pour la technologie de l'aile. Oui, théoriquement, oui. Ça aurait été parfait pour eux pour le 322. Alors, c'est là où en est Boeing en ce moment. Je vais t'avouer que moi, je trouve ça un peu bizarre, mais tu vois que c'est une entreprise qui a beaucoup de problèmes. Là, on commence à perdre un petit peu le contrôle. Puis là, on cherche des solutions partout, fait qu'on se jette un petit peu. On est en train de prendre des décisions de rat qui montent les escaliers quand l'eau monte. Là. Ça marche pas du tout. Là. C'est comme laisser tomber l'Embraer, ça a permis de quoi? Ça a permis de sauver 4 milliards de dollars. Champion. Là, now what? T'es en train de te faire battre sur ce marché-là. Félicitations, champion. C'est une de mes expressions favorites. Agreed. Hey, mais on close sur Renton. En gros, ça va pas bien. Le Max, bof. Et bon, c'est là qu'on en est. Alors, on s'en va faire un petit tour en défense parce que ça va faire les mauvaises nouvelles. Olivier Lacombe, qu'est-ce qui se passe en défense? Je vais t'arrêter tout de suite. Olivier, Claudia a dit que ça va faire les mauvaises nouvelles, donc tu ne parleras pas de Boeing en défense? Non, pas du tout. Je vais parler de... En fait, c'est probablement Boeing qui travaille sur le projet, là, mais justement, ça touche un avion tactique, donc tout va bien. Donc, ce que j'ai retenu pour voir en défense, les gros dossiers qu'on attend, c'est le contrat des chasseurs suisses et des chasseurs finlandais. On n'aura peut-être pas ça cette année, ça va peut-être aller en 2021. Donc, sur l'attention avec impatience. Si vite, je regarde, la Grèce a acheté des Rafales pour remplacer ses Mirage 2000 et il aurait été autorisé pour des F-35, dont ceux qui s'en allaient à la Turquie. OK. Donc, pendant on voit que de chaque côté du Bosphore, les Grecs, ils font des... aux Turcs. Et puis, ce qui a retenu, par exemple, c'est la mise à jour pour le A-10, le vénérable A-10, l'avion d'attaque au sol. Donc, pendant longtemps, il y avait comme des tractions qui voulaient s'en débarrasser parce que la US Air Force n'a jamais aimé cet avion-là. C'est pas un avion que je suis supersonique, c'est pas un avion qui est sexy.
Mais il y a vraiment les militaires américains ont vraiment besoin de cet avion-là et les alliés des Américains, c'est un avion qui est très bon pour appuyer les soldats au sol. Okay. Donc là, il y a une initiative pour le garder en service jusqu'en 2035. Notamment Boeing, ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils fabriquent des nouvelles ailes pour les avions. Donc l'avion qui est rendu le A10C, ils fabriquent des nouvelles ailes, ils installent les ailes sur les avions et ça étend leur durée de vie. Donc là, il y a plusieurs mises à jour qui vont venir être installées sur l'avion. C'est assez intéressant. La technologie des lunettes de vision de nuit est améliorée au point où ils pensent à pouvoir autoriser l'avion à voler la nuit encore plus bas que ce qu'il vole maintenant. Dans le jour, ils vont voler autour de 1000 pieds. 1000 pieds est plus bas. La nuit, il reste beaucoup plus haut parce que justement, tu ne veux pas perdre le contrôle de l'avion. Mais là, les lunettes sont tellement rendues performantes qu'ils pensent qu'on peut probablement aller à une altitude plus proche du sol, donc être encore plus capable d'aider les soldats au sol la nuit. Ils vont installer les roquettes, les AGR-20, qui est aussi connu sous le nom de AP. Attends, j'ai le nom ici, là. APKWS, le Advanced Precision Kill Weapon System, qui est dans le fond une roquette de 70 mm là, qui date de l'ancien temps, littéralement, auquel on a ajouté un capteur laser sur la tête pour le guidage. Donc, donc les roquettes de stock existant, on change la tête, on met des systèmes de contrôle et puis on a une arme de précision à faible dommages collatéraux. Un nouveau viseur de casque pour l'avion, ils en ont déjà un. Et là, ils en ont un nouveau, puis là, ça m'a fait sourire. L'acronyme pour le nouveau viseur de casque, c'est Hobbit. Ah! Pour Hybrid Optical Base Inertial Tracker. OK. C'est un Hobbit. OK. Ouais, ça remplacerait le viseur de casque Scorpion. Il y en a un qui sonne beaucoup plus killer que l'autre, là, mais d'accord. Je veux remarquer que c'est un Hobbit qui a battu Sauron. Hein, fait que... Ouais. Ça y est, on part dans une discussion de geek. C'est Frodo qui a amené l'anneau et non je sais pas qui. Là. Ouais. Donc, et là, on parle aussi de mettre à jour l'échelle de l'avion, possibilité d'engager des cibles multiples avec 3 types d'armes sur un passage d'attaque. Donc, l'avion va passer une fois à vol arrière, exemple, une bombe JDAM, une de ces fameuses roquettes-là, les AGR-20 ou une bombe à faible diamètre, GBU-39. Donc, 3 armes, 3 cibles sur un passage. Et ce qui est assez excellent, c'est qu'ils vont changer dans le A10, il y a des instruments classiques et des écrans multifonctions. Donc, des instruments ronds et des écrans multifonctions. Et là, ils vont remplacer tout ça par un écran panoramique. Donc, comme dans le F-35 ou le Super Hornet Block 3 ou les nouveaux F-15. Une grosse mise à jour, donc. Oui. Donc, les places, ils sont déjà... Ça a déjà été décidé qu'est-ce qu'ils allaient faire et ils vont juste les mettre en fonction. Là. Je pense qu'à chaque année, il y a une nouvelle mise à jour pour l'avion. OK. Parce que si je comprends bien, cet avion-là, l'Air Force la déteste, mais la US Army l'aime bien gros parce que comme support tactique au sol, il est très efficace. Oui. Puis aussi, la US Air Force l'aime beaucoup quand il y a un de leurs pilotes qui doit s'éjecter en territoire ennemi. C'est les A-10 qui sont en charge d'aller couvrir le pilote puis protéger les hélicoptères qui s'en vont le chercher. OK. Donc, un peu ce que les Sky Raiders faisaient au Vietnam, le A-10 fait le même travail aujourd'hui. Oui, parce que c'est la première chose qui frappe toujours quand on regarde un A-10, c'est la taille des moteurs par rapport à l'avion. Puis ça a toujours été... C'est un avion pour travailler à basse altitude, faire des supports tactiques, qui peut réaccélérer rapidement, qui peut se sortir. Puis ce que tu me dis, c'est que dans le fond, il est encore très bon pour faire ça. Il n'y a pas encore... Oui. OK. Puis l'affaire aussi, c'est que, oui, un exemple, si on prend un F-35, le F-35 va faire le travail du A-10. Sauf que les escadrons de A-10 ne font que ça. Les pilotes ne font que faire de l'appui au sol. Versus c'est l'escadron de F-35 que les pilotes doivent faire de l'appui au sol, une interception, de la patrouille, de l'attaque maritime. Donc, ils ont comme un paquet de missions à faire versus les pilotes de A-10 qui ne font que ça. Donc, c'est des champions dans ce domaine-là. C'est des experts pour appuyer les troupes au sol versus, il faut qu'on fasse tout ça, là, et puis... ce que je constate beaucoup au niveau militaire, ça semble fonctionner mieux que dans le civil, c'est qu'à un moment donné, au niveau structural et ingénierie, les avions, les cellules d'avion, ça sert à rien de les améliorer plus. Ils sont suffisamment performants. Ce qui manquait, c'était de l'électronique. C'est l'électronique qui vient ajouter une performance supplémentaire. C'est ça. Mais maintenant, on est capable de faire avoir des gains d'efficacité en mission avec l'électronique
Avant, les gains d'efficacité venaient par l'aérodynamique. Maintenant, c'est vraiment avec les systèmes embarqués qu'on va avoir des gains. OK, donc, ça marche. La prochaine étape, ça va être d'avoir des avions sans pilote, mais on est... Ben, il y en a déjà, mais il y a un problème avec ça. Je veux dire, l'avion sans pilote, si tu as un avion sans pilote qui appuie les troupes au sol, là, tu perds le lien de données pour contrôler ton avion. Okay. Tu fais quoi avec, là? Le A10, s'il perd ses radios, ben, le pilote peut quand même regarder dehors, puis eux autres, ils ont besoin d'aide, je vais aller les aider. Même s'ils perdent pas personne. OK. Puis même dans le pire des cas, c'est plus rendu une technique qui est enseignée, mais exemple, le pilote dans l'avion, il connaît le morse, le gars au sol connaît le morse, mais ils vont être capables de se parler. Ouais. C'est plus des... Non, mais c'est vrai. Si tu as un prédateur que tu n'as plus le lien, ou un Reaper que tu as perdu le lien satellite, ben, ça ne sert absolument à rien. Ton avion va probablement laisser écraser. Ouais, OK. D'accord. Est-ce que ça fait le tour? Dans mon cas, ça fait le tour. C'est pas passé grand-chose en défense. Bon, ben d'accord. Écoutez, ça va être tout pour cette semaine. Oui. Messieurs, chers auditeurs, merci une fois de plus de votre patience et de nous avoir écoutés cette semaine. C'était Claudia Ouellette. André Allard. Olivier Lacombe. Et souvenez-vous, il y a des express qu'il faut aller écouter. Il y a des express et il y a des épisodes spéciaux. Donc, on a les résultats financiers de Bombardier et on a une série sur le F-35 qui va très, très profond dans les données techniques. Donc, vous gênez pas pour aller écouter ça. Et d'ici là, bien sûr, si vous avez des suggestions ou des questions, partagez-nous ça par courriel sur notre page Facebook ou encore en commentaire sur nos vidéos. Là-dessus, merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Bye. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.